Bonjour Olivier Servat. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes également, j'ai oublié de le préciser, porte-parole du groupe Lyot à l'Assemblée nationale, le groupe donc Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire. On le dit rarement in extenso, mais voici l'intitulé. Merci d'être avec nous. Une petite réaction avant de poursuivre sur les 3 sujets qu'on vous a proposés de ce Territoire Hebdo. Est-ce qu'il y en a un sur lequel vous souhaitez réagir? Les 3 sont importants, mais sur la croisière, ça me parle. Manifester contre la croisière qui ne s'amuse pas. Manifester, oui, c'est clair, c'est un sujet breton. Oui, c'est un sujet breton. Il y a effectivement à Douarnenez quelques croisières, pas beaucoup. Ce que dit en tout cas la mer, c'est 7 croisières qui s'arrêtent par an, des bateaux de 200, à peu près de 200 personnes. Et pour autant, effectivement, beaucoup de réactions à l'intérieur de la ville en disant s'il y a trop de touristes qui débarquent, ils vont abîmer les choses et les touristes ne pourront plus débarquer. Comment est-ce qu'on fait face à ce tourisme de masse qui n'en est pas à la 200? C'est pas forcément un tourisme de masse, mais est-ce que vous avez ce cas-là et dans quelles îles? Est-ce que vous avez ces énormes bateaux-villes de plusieurs milliers de participants? Oui, on en a en Guadeloupe. Ouais. C'est une difficulté. Et ça me fait penser à Saint-Barth. À l'époque, Bruno Magras, qui était le responsable de Saint-Barth, qui a bien fait décoller Saint-Barth, m'a dit, tu sais, Olivier, il y a 30 ans, j'ai pris une décision. Tous ces gros bateaux de plus de 1000 passagers, je leur ai mis une taxe énorme pour qu'ils ne viennent plus chez moi. Pourquoi? Parce que souvent, vous avez à l'intérieur des personnes qui ont un faible pouvoir d'achat, qui, lorsque ces personnes descendent à terre, eh bien, elles emportent un sandwich du bateau, elles ne consomment rien sur place. Lorsqu'elles vont dans les magasins, parfois elles cassent, elles volent, elles dérangent. Et donc, il s'est organisé pour avoir des bateaux de moins de 800 personnes, en général des voiliers, ou des bateaux où il y a à l'intérieur des personnes à forte contribution, à fort pouvoir d'achat. Et ces personnes, elles consomment dans des restaurants. Lorsqu'elles vont dans des grands magasins, elles achètent. Et ça a permis de faire décoller le tourisme. Donc je comprends un choix le trouble là. économique. Oui, un choix de politique touristique haut de gamme. Et je comprends les interrogations de... Et vous les autorisez en Guadeloupe? Comment ça se passe? Alors pour l'instant, je regrette qu'en Guadeloupe, on n'ait pas encore pris une position aussi claire que celle de Saint-Barth, où on reçoit un peu tout le monde, et y compris beaucoup de bateaux de 2, 3, 4 000 personnes. Et là, ça ne fait pas forcément le jeu de l'intérêt local, finalement. Alors, avant de reparler de la Guadeloupe et des autres territoires, nous avons ici une petite figure à poser qui s'appelle le questionnaire de Proust, pour mieux vous connaître. Vous ne connaissez pas si bien que ça, et c'est Jefferson Desports qui vous pose la première question. Oui, Olivier Servat, peut-être une maxime ou un proverbe qui vous accompagne? Eh bien... une devise. Une devise. Sur moi, je dirais qu'il n'est point le vent favorable à celui qui ne sait où il va. C'est Sénèque qui disait ça. Hein, je viens d'une île, hein, et parfois on doit naviguer, prendre le large. Et si on n'a pas le cap... Sous le vent. Et voilà, et si on n'est pas dans le bon timing, eh bien, on n'arrive pas à bon port. Sénèque disait ça déjà il y a longtemps. Donc Sénèque. Ouais. Merci. Fabrice. Bonjour Olivier Servat. Alors moi je vais vous interroger sur quelque chose qui est très personnel. Un personnage politique et ou historique qui vous tient particulièrement à cœur. Barack Obama. Barack Obama. Je pourrais dire Gandhi ou Nelson Mandela ou Lucette Michaud-Chevry. Mais celle-ci, vous la connaissez moins. Ce sont des personnages qui ont... Quand même un petit peu. Ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire. Barack Obama, c'est un métis. On ne le dit pas assez. Il a des parents blancs et noirs. Il a réussi à être président de la plus grande puissance aux États-Unis. Je crois que c'est un bon signal pour le monde. Un signal de tolérance, un signal d'harmonie, un signal de créolisation, comme dirait Édouard Glissant, dans le tout le monde, et qui nous permet de nous dire que malgré nos différences, on peut se comprendre, on peut se tolérer lorsqu'on accepte l'originalité, lorsqu'on accepte l'autre tel qu'il est, et en fonction de ses qualités intrinsèques. Merci Fabrice Vesser-Redon. J'ai oublié de préciser, Groupe EBRA qui représente le Grand Est et Jefferson Desports qui représente le Sud-Ouest et la Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, nous passons à la Bretagne pour la 3e question et c'est Claire Stenlen qui représente le Télégramme. Qui est un peu tirée par les cheveux, c'est... oui. Je vous vois venir. Vous la voyez venir. C'est la discrimination capillaire. Voilà. Exactement. Ça nous a fait rigoler au départ. On s'est dit c'est rigolo, mais en fait c'est pas si rigolo. Tiré par les cheveux. C'est moins tiré par les cheveux que ça en a l'air. En fait, quand j'ai regardé un peu de plus près ce dont vous parliez pour cette loi, on se rend compte que 50% des femmes, donc j'imagine que c'est des femmes qui ont des cheveux bouclés ou des femmes qui ont pas, qui vont à un entretien d'embauche, qui se lissent les cheveux avant
avant. 50% des femmes, c'est quand même énorme. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a une loi pour le respect des cheveux naturels et que chacun puisse effectivement arriver à un entretien sans qu'on lui dise « tu prends pas soin de toi, tu n'es pas assez professionnel ». Donc une acceptation plus globale. C'est ça l'idée de la loi, j'imagine. C'était quoi ? Des cheveux ou sans cheveux peut-être aussi. Absolument, oui. Et sans cheveux également, bien sûr. Dans le monde, 6 personnes sur 10 n'ont pas les cheveux lisses. Donc il y a une majorité de personnes qui n'ont pas les cheveux lisses. Ensuite, vous avez cité des statistiques importantes et je vais continuer en parlant de l'aspect sanitaire. Il est démontré qu'une femme qui utilise des produits pour se défriser les cheveux a 3 fois plus de chances d'avoir un cancer de l'utérus ou un cancer ou bien des fibromes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous faisiez référence à la problématique de la discrimination à l'emploi. Oui. C'est même 2 femmes noires sur 3 disent « je me change ma coupe de cheveux quand je vais à un entretien d'embauche ». Et puis, en poursuivant les recherches, je me suis rendu compte que ça ne concernait pas que les noirs. Une femme blonde sur 3 dit que pour progresser, je dois me teindre les cheveux en brun. En plus brun. En brun, pour paraître apparemment plus intelligente aux yeux de l'employeur. Et puis pour les personnes chauves... Vous me regardez, j'ai bien vu. Mais je ne trouve pas ça discriminant du tout. Nous regardons. Eh bien, il est prouvé que dans la progression, dans l'entreprise, 30% de chances de moins de progresser. Et puis il y a Amadieu, qui est un sociologue français, qui a écrit un livre intéressant, « Les jeunes, les beaux... » et les autres. Ah ouais, carrément. Et il dit qu'il y a un vrai problème de discrimination. Et je veux faire passer ça, pour les chauves aussi. Okay. Donc je veux faire passer ça d'un point de vue transpartisan. Je veux compléter donc l'article L225.1 du Code pénal en rajoutant non-discrimination capillaire, quelle que soit la couleur, la texture, la coiffure et la longueur des cheveux. Et le pendant dans le domaine du droit du travail pour la non-discrimination. Et je trouve que c'est incroyable, depuis avril que j'ai déposé cette proposition de loi en co-signature. Alors nous avons 60 au moins députés qui ont co-signé, tous bords politiques confondus. Donc ça c'est un signal. J'ai rencontré le président de la commission des lois, Sacha Ollier, m'a dit « ça me plaît Olivier ». J'ai rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, elle m'a dit « Olivier, tu continues ». Et donc on va déposer ça, je l'espère, pour que ce soit en semaine du Parlement, en octobre ou en novembre prochain à l'Assemblée nationale. Donc le groupe Lyotte peut trouver des accords avec la majorité? Bien sûr, hier on l'a fait. On va parler des retraites après, mais... Non, c'était pas... Ouais. Mais oui, mais c'est intéressant, vous le dites. On sait s'opposer, nous sommes un groupe d'opposition, construction. On sait s'opposer, on l'a montré pour les retraites, on en parlera, mais on sait aussi trouver des constructions. Hier, j'étais le rapporteur d'une loi continuité territoriale qui a été votée à l'unanimité. Alors justement, nous allions en parler, mais vous savez, il y a des petits rituels ici. Il y avait la rituel, c'était votre région, votre territoire de prédilection. Bon, j'imagine que c'est la Guadeloupe, la réponse était facile. Ensuite, il y a la question cash, c'est un autre rituel que nous avons ici, et c'était Fabrice Vesseredon qui était censé vous la poser. Et ça va rejoindre ce que vous dites. Et oui, bien sûr, Marie. Une question mobile là-dessus. On va parler de territoire. Ma question sera courte, elle sera simple. Est-ce que la France, aujourd'hui, a les moyens d'une politique en Outre-mer? Oui. Très clairement, déjà, je dis d'emblée que les territoires ultramarins, nous sommes très attachés à la France. Et je sais que la France est très attachée à ces territoires ultramarins. J'ai été président, dans la précédente législature, de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale. Nous avons 11 territoires peuplés sur les 3 océans. Le soleil ne se couche jamais. Et la France ne serait pas la France si elle n'avait pas ses Outre-mer. Elle serait un petit pays engoncé au sein de l'Europe. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, la France a besoin de ses Outre-mer pour continuer à rayonner, n'est-ce pas? Maintenant, le compte n'y est pas. Bien évidemment, la question à quitter Renaissance et la majorité présidentielle. Ce qui m'a poussé vraiment à quitter la majorité présidentielle, je vais vous dire, c'est la gestion de la crise sanitaire. Crise Covid. Crise Covid. Et nous considérons, le groupe Lyotte, que les Outre-mer et les territoires sont les prémices, peuvent pouvoir éclairer la France de ce qui va se passer. Je vous donne juste 2 exemples. Mai 67, c'est vieux maintenant, mais c'est une crise sociale en Guadeloupe qui préfigure mai 68. En Hexagone. Ensuite, vous avez une crise sociale chez nous, LKP, 2009, qui préfigure les Gilets jaunes, quelques années après. Et puis, vous avez cette crise sanitaire en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Atlantique, Outre-mer. Il se trouve, alors on pourra discuter des heures, on ne tomberait pas d'accord. Qui préfigure la retraite, je vais vous le dire. Pourquoi? À ce moment-là, vous avez une majorité de Français atlantiques d'Outre-mer qui décident de ne pas se faire vacciner.
Alors pourquoi ça se discute. Moi, je suis 3 fois vacciné, etc. Mais une majorité dit « je ne me fais pas vacciner ». J'explique à ce moment-là au président de la République « tu ne peux pas appliquer le pass sanitaire comme tu le fais en juillet 2021, alors que tu as 55% de Français hexagonaux vaccinés. Chez nous, on est 20%, ça va péter. » Il n'écoute pas. Résultat des courses, ça ne s'applique pas. Il y a une tension terrible. Oui, ça pète, hein, en octobre, novembre, décembre 2021. Donc, en clair, lorsqu'on ne respecte pas une majorité de Français et qu'on enjambe la démocratie, ça pète. Résultat des courses, pour la retraite, ça a pété. Hein? Donc, on n'est pas d'accord. Aucun syndicat n'est d'accord. La population française n'est pas d'accord. Le Parlement n'a pas voté, mais on enjambe ça. Et bien, du coup, ça pète. Et donc, le groupe Lyot manifeste ce mécontentement. Donc, nous considérons que les Outre-mer préfigurent parfois ce qui peut se passer en Hexagone. Le groupe Lyot, qui, vous le disiez tout à l'heure, est très satisfait en ce moment grâce à cette adoption à l'unanimité donc de votre proposition de loi que vous portiez sur la continuité territoriale. Je vous propose d'écouter cette question mobile qui vient de votre île d'ailleurs, Radio Caraïbes International. Écoutez. Ah oui. Incroyable. Bonjour Monsieur Servat, Olivia Losbar, journaliste à RCI Guadeloupe. Alors une question aujourd'hui, à l'heure où les prix flambent, notamment ceux du transport, quels sont les leviers d'action pour maintenir le principe de continuité territoriale pour les régions ultramarines? Alors, il faudra peut-être réexpliquer ce que ça signifie, cette continuité territoriale, et en quoi elle est importante pour vous. Bien sûr. Et ce que ça veut dire, oui. Je salue Olivia Losbar RCI, qui est le plus gros média radio de l'île. La continuité territoriale, c'est une fiction juridique construite en 1976 pour la Corse. Aujourd'hui, chaque Corse bénéficie en moyenne de 250 € par habitant pour la continuité territoriale entre la Corse et le continent. Ce sont des aides, oui. Il se trouve que pour les Outre-mer, le niveau aujourd'hui est à 90 €, 100 €, donc 2,5 fois moins. Je vous prends quelques exemples simples. Vous avez une mère ou un père de famille qui apprend que son enfant est malade et il n'y a pas les hôpitaux en Guadeloupe pour le soigner. Il doit partir. Cet enfant doit partir. Le parent doit l'accompagner. Donc il doit quitter tout de suite, travail et trouver un logement. Aujourd'hui, les aides qui existaient étaient insuffisantes. On a réussi dans cette loi à doubler les aides. Deuxième exemple, je suis en emploi, je veux me faire une formation continue en hexagone qui n'existe pas chez moi. Il n'y avait pas suffisamment de prise en compte. Aujourd'hui, les billets d'avion ont augmenté de 50%. Un aller-retour Pointe-à-Pitre, 50%. Un aller-retour Pointe-à-Pitre, Paris, c'est 1 338 €. Pour la Mayotte, c'est 2 101 €. Ça veut dire que c'est des prix exorbitants. Donc, on a proposé d'augmenter la prise en charge qui est aujourd'hui à 350 € par billet, de l'augmenter à 900 €. Le ministre, je dois le dire, la majorité et tous les groupes, y compris d'opposition, la majorité sont d'accord, on a voté ça à l'unanimité. Ensuite, il y a une problématique de violence conjugale. Je suis membre de la jeune commission des droits de l'enfant et parfois vous avez des violences conjugales sur une île. Et parfois, il faut éloigner du méchant les victimes, les enfants, souvent la femme. Et donc là aussi, on a adopté ce principe-là. Le principe, c'est qu'on a fait confiance au gouvernement cette fois-ci. Il y a un SIOM en début juillet, ce comité interministériel des Outre-mer, qui va prendre un certain nombre de positions pour tous les Outre-mer. Donc le ministre m'a dit, bon, on ne va pas prendre ça dans des éléments légaux, puisque montant de prise en charge, ça peut évoluer. On fera ça par décret début juillet. Donc on a pu avancer sur un certain nombre de domaines, sur aussi le retour des forces vives au pays, parce qu'en Martinique, Guadeloupe, on se dépeuple beaucoup. Et donc, on a avancé sur ces 4 sujets. Nous sommes satisfaits, tout le monde est satisfait à l'Assemblée. On montre au groupe Lyot qu'on peut construire. Quand il y a une écoute et un respect mutuel, on sait faire ça. Et nous espérons que la Première ministre, lors du SIOM du 6 juillet, va annoncer les mesures promises par le ministre des Outre-mer. On vient de l'entendre, vous faites donc partie du groupe Lyot, le groupe qui a porté quand même une proposition de loi jusqu'au bout, mais que vous avez retiré au moment du drame d'Annecy. Est-ce que c'était évitable ce retrait? Alors tout d'abord, le drame d'Annecy. On ne peut qu'être consterné et triste, vraiment bouleversé dès qu'il s'agit d'enfants, de barbarie, de méchanceté gratuite. On condamne cela fortement. Et j'ai un soutien et une pensée pour ces enfants, leurs familles, la France. Concernant la loi sur les retraites, il s'est passé quelque chose de grave à l'Assemblée nationale. On vient d'amputer l'Assemblée nationale de 2 de ses outils fondamentaux. Le droit à déposer des propositions de loi, parce que la présidente de l'Assemblée nationale a l'irrecevabilité sélective et partisane. Pourquoi je dis ça?
Je mets au défi qui que ce soit ici, depuis la Ve République, de démontrer qu'une loi ne crée pas une charge. Toutes les lois créent des charges à l'Assemblée nationale. D'autant plus qu'en commission, ça a été étudié. Ça a été étudié. Alors, vous avez perdu le vote en commission. Mais vous savez pourquoi? Les affaires sociales, commission des affaires sociales. Ils ont changé les joueurs. Les républicains récalcitrants, indisciplinés, on les a changés. On a mis des bons républicains bien disciplinés. C'est pour ça. Ceux qui n'avaient pas voté la motion de censure. Exactement. Et donc, deuxième privation, après le droit de PPS, le droit d'amendement. La présidente de la commission des affaires sociales a décidé que 2000 amendements ne sont pas valables. Là encore, de façon tout à fait arbitraire. Là encore, c'est privé l'Assemblée nationale de ces droits. C'était une bataille de procédure, Olivier Serva. Chacun dans son camp a dégainé la procédure. C'est vrai. C'est le jeu parlementaire. Finalement, vu de l'extérieur, c'est procédure contre procédure. On joue avec les mêmes règles du jeu. Je me mets à la place des téléspectateurs. Effectivement, ils comprennent rien à toutes ces procédures. Mais il y a une chose qu'ils vont comprendre, et vous aussi. Il n'y a pas eu de vote sur cette loi à l'hémicycle. Okay. Nous voulions un vote sur cette loi à l'hémicycle. Tout ce cinéma parlementaire et de procédure a eu un seul objectif, qu'il n'y ait pas de vote à l'Assemblée, à l'hémicycle. Quel était l'objectif, Olivier Serva? Parce que tout le monde, ça a été dit, cette loi, même si elle avait été votée, elle aurait mis en difficulté le gouvernement parce que ça aurait été un vrai camouflet. En revanche, au Sénat, aucune chance que ça passe. Quel était l'objectif finalement? C'était d'acculer le gouvernement, de le mettre au pied du mur, de lui montrer qu'il faisait fausse route? L'objectif était simple, hein. Nous sommes députés. Nous sommes donc là, et c'est dans la Constitution, pour voter des lois. Et ceci dans l'hémicycle. Donc on voulait voter sur une loi qui engage le pays pour des décennies et qui va priver un certain nombre de Français de 2 ans de leur meilleure année de retraite et de leur pire année de travail où ils devront rester. Nous n'étions pas pour ne pas réformer, hein. Soyons clairs, Aliot. Nous sommes pour la réforme de la retraite, mais pas celle-ci. Nous voulons laisser le choix aux Français de partir à l'âge qu'ils veulent. Ensuite, le financement. Nous sommes d'accord à ce qu'il faut un financement adapté, mais pas le prendre que sur toujours les plus pauvres et les plus salariés. On veut les prendre aussi sur les plus riches. Vous savez, je les qualifie de TIC. Vous savez, c'est des gens-là, les 2% de Français les plus riches, qui souvent se sont distribués 150 milliards d'euros de dividendes cette année. Eh bien, nous proposions 10% de taxation pour équilibrer le système qui aujourd'hui a des équilibres de 12,5 milliards d'euros par année. Donc nous voulions une réforme, mais pas celle-ci. Je vous propose de passer à d'autres sujets qui ont fait la une récemment de notre presse quotidienne régionale. Je vais vous soumettre les 3 mêmes unes que j'ai soumises au sénateur Karoutchi. Regardez, le Télégramme a titré récemment sur l'éducation nationale et avec cette interview exclusive de Pape Ndiaye. On a une une sur les dernières nouvelles d'Alsace et la crise du logement et une une aussi sur la guerre en Ukraine. Une Sud-Ouest. Est-ce qu'il y en a un titre en particulier que vous souhaiterez commenter? Les 3 me plaisent. Les 3 me plaisent, mais prenons la première, crise du logement. Crise du logement. Et tiens, ça c'est Fabrice qui porte cette question. Oui, la crise du logement concerne potentiellement en France 12 millions de personnes, selon la Fondation Abbé Pierre. Le problème concerne y compris les Outre-mer. Comment vous analysez la situation? Est-ce que vous pensez que l'État va assez loin aujourd'hui dans l'accompagnement? Non, les annonces récentes de la Première ministre sont assez décevantes, n'est-ce pas? Et je vais vous donner des pistes d'amélioration où toujours on doit faire du sur-mesure sans appliquer les choses partout pareil. En Outre-mer, nous manquons de logements sociaux. Mais en même temps, je prends le maire par exemple de Trois-Rivières chez moi. On lui dit, il te manque, tu ne construis pas assez de logements sociaux, il t'en manque 600 chez toi. Mais il dit qu'en même temps, j'ai 600 dents creuses de maisons qui méritent d'être réhabilitées, maisons individuelles. Parce que vous savez, l'habitat chez nous, les personnes aiment bien vivre, pas forcément en HLM ou bien en bâtiment, mais vivre dans leur habitation. Donc on devrait, par exemple pour les Outre-mer, nous l'avons proposé, mobiliser toutes ces aides, lignes budgétaires uniques, etc., pour les logements sociaux, vers, la réhabilitation des centres-villes, rénover ces dents creuses pour permettre à ces personnes d'y habiter, parce que le foncier est rare sur une île. Et donc on a déjà des fonciers aussi aujourd'hui occupés par des dents creuses qui méritent d'être réhabilités, et on manque de logements sociaux. Donc, soyons intelligents, agiles et transformons ces aides de logements sociaux qui ne sont pas construits à Trois-Rivières chez notre maire vers des dents creuses qui mériteraient d'être réhabilitées. Voilà un sujet où pour l'instant le gouvernement n'a pas encore pris la mesure de ce sujet-là dont on reparlera sans doute. Merci beaucoup monsieur le député Olivier Serva. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Merci à vous. Merci. C'est passé vite.